Bien. Alors, on est au complet, ou à peu près. Je pense qu'on peut commencer. Bien, alors la fois passée, nous avons parlé d'Apollinaire, mais nous n'avons pas fini la discussion. On s'est arrêté à l'analyse du poème Zone. Vous avez le texte sous vos yeux? Le texte que j'ai distribué la fois passée, ou bien vous voulez que je distribue le fichier encore une fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez le distribuer encore une fois, s'il vous plaît. D'accord, je vais le faire. Bon, c'est fait. Vous avez tous les textes, tous les fragments. Oui. Et on s'est arrêté à l'analyse du poème Zone. J'ai déjà esquissé plusieurs éléments d'analyse. Et si je me rappelle bien, on s'est arrêté à cet imaginaire de la cité, l'imaginaire de la ville, qui est exploité, voilà, dans le domaine de la poésie. Donc l'imaginaire citadin. Apollinaire, quant à lui, voit la poésie partout. Chaque élément de la réalité peut faire l'objet de la poésie. Et ça, c'est une nouveauté tout à fait remarquable. Je vais m'arrêter sur quelques éléments ponctuels pour illustrer cette poésie de la cité. Alors, j'ai dit de façon générale qu'elle réside partout, cette poésie de la cité, mais en tout premier lieu, essayons de parler un peu des signes urbains. Donc, il y a dans ce poème de nombreux signes urbains. Et la poésie surgit de ces nombreux signes urbains. La rue, la foule, absolument tout. Donc, tous ces éléments entrent dans le domaine de la poésie. En quoi consiste le changement? En quoi consiste la mutation profonde? Il dit de cette manière, lorsqu'il postule que la poésie est partout, qu'il n'y a plus de sujet sacré de la poésie. Donc on perd cette idée selon laquelle la poésie est réservée à des zones tout à fait spéciales, la zone du sacré, la zone des choses supérieures. Non, ce n'est plus ça. Donc on abandonne complètement cette idée. Donc il y aura pour Apollinaire une poésie de la rue. Et vous avez dans le texte cette séquence qui peut faire l'objet d'une analyse parce qu'il faut essayer de voir de quel type de rue on parle. Il dit « J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom ». Donc remarquez ça, cette précision. Une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Le nom ne compte pas. On n'est pas dans un espace tout à fait spécial, quelque chose de grandiose, quelque chose de très important. Donc ce n'est pas le grand boulevard, ce n'est pas la grande avenue. C'est une petite rue, une jolie rue. Donc, on veut faire entrer dans la poésie cette idée de banalité. On cultive cette idée. Une rue quelconque qui est jolie,
et qui a sa propre poésie. Et puis, on voit, et ça c'est une présence massive dans le poème, on voit la foule. On voit des gens, des citadins qui vont au boulot. La précision n'est pas sans importance. Donc, ils vont au boulot, façon de dire qu'ils se soumettent à des rythmes préétablis de la vie. Donc, la vie quotidienne impose ces rythmes, des rythmes qui font que ces êtres qui se déplacent tout le temps au boulot à la même heure ressemblent à des êtres mécanisés. Des êtres mécanisés qui ont mal dormi, qui ont des problèmes. Façon de dire qu'on peut y voir un drame. Donc, cette poésie de la foule est une poésie grave qui fait déjà surgir les problèmes très épineux de la modernité associés à ces changements de rythme de vie, de la vie. Bon, une autre idée sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est que ce type de poésie peut être considéré comme une poésie paradoxale. Et vous avez une phrase importante, un propos important dans le poème à propos de la religion. Si vous avez lu en entier le poème Zone, vous l'avez déjà trouvé, on dit « La religion est restée simple ». Vous avez repéré la séquence? Quel est l'élément de comparaison pour la religion? Les hangars de... Voilà, comme les hangars de Pont-Aviation. Qu'est-ce qu'il y a de paradoxal ici? Parce qu'il y a un paradoxe. Quels sont les éléments qui se trouvent associés, qui sont mis ensemble? Il est tout à fait naturel de proposer une pareille association religion hangar de Pont-Aviation? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, quand on voit ce terme religion, on a une certaine attente. Or, le poème d'Apollinaire ne comble pas cette attente parce que le terme de comparaison pour la religion est un terme technique, très technique, les hangars de Pont-Aviation. Et ça, c'est une autre nouveauté. La religion et la technique vont de pair, font partie de la même réalité. Et qu'est-ce qu'on nous propose à propos de cette réalité? On nous propose de voir ensemble les rapports inédits qui peuvent apparaître, qui peuvent s'instituer entre les choses très nombreuses de cette réalité. Donc, ce rapport inédit entre les choses est très bien mise en évidence par Apollinaire. Il y a cet imaginaire de la rue. On postule pas mal de choses à propos de la rue. On a y compris l'image de la rue industrielle. Or, encore une fois, il y a un élément important, un élément paradoxal, si vous voulez. Lequel? Cherchez le mot rue dans le poème. Jeune. Et encore?
Joli. D'accord, on en a parlé. Et encore? Grasse. Voilà. Alors, on dit, j'aime la grâce de cette rue industrielle. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Qu'est-ce qu'il y a d'inédit? La simple référence à la rue industrielle oriente de quelle façon notre lecture et nos attentes? De façon générale, de façon habituelle, quelle est la caractéristique évidente de la rue industrielle? Stradă industrială, zonă industrială. Când spunem asta, ce așteptare avem? Qu'elle est laide, grossière. Voilà. Grande banalité, éventuellement grande laideur. On est à l'opposé d'une vision artistique, d'une vision poétique, d'une vision supérieure, entre guillemets. Or, on introduit ici l'idée de grâce. Une pareille rue peut avoir une grâce, donc un caractère très spécial. Donc, grâce, religion, on a toute une sphère sémantique qui renvoie d'une manière ou d'une autre à l'idée de spiritualité. Donc, la spiritualité et la religion traversent le texte. Apollinaire pense d'ailleurs, et c'est une idée exprimée de façon récurrente, que la vie humaine est dominée par la religion. Une religion qui a la capacité de s'élever au-dessus du quotidien. Une religion qui, tout en s'élevant au-dessus du quotidien, reste toujours fraîche. Elle garde toujours son actualité. C'est d'ailleurs ce qui explique un autre vers clé du poème. On a le christianisme qui est introduit dans le texte. Il est introduit d'une façon très directe. C'est comme s'il s'adressait directement à la religion chrétienne en disant « Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme ». Da? Deci în Europa doar tu, creștinismule, nu ești antic. În ce sens antic? Démodé. Exact. Tu n'es pas démodé. Tu n'es pas passé de mode. Tu n'es pas une réalité dépassée une fois pour toutes. Donc cette religion garde son actualité parce qu'elle peut donner un sens supérieur à la vie humaine. Mais ça n'est qu'un aspect. Les choses ne se réduisent pas à cette idée qui n'est pas nouvelle, parce qu'on voit la personnalité du poète qui est tiraillée entre deux tendances contraires. Donc, d'une part, il postule quelque chose de très important à propos de la religion, qu'il envisage comme une réalité supérieure, mais de façon individuelle, quand il s'agit de sa propre personne, on voit qu'il y a une grande souffrance liée à la religion. Donc, il souffre de ne pas être croyant. Et il affiche cette souffrance. Ne pas être croyant, se trouver dans l'impossibilité d'être croyant, c'est pour Apollinaire
l'occasion d'une grande douleur, d'une grande blessure intérieure. Et à ce titre, on a un mot intéressant qui surprend très bien les nuances de ce vécu. On a le mot honte. On trouve ce mot dans le texte. Qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez trouvé? Cherchez-le, s'il vous plaît. Et toi que les fenêtres observent la honte te retient d'entrer dans Voilà, une église. la honte te retient. La honte, rușina, te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Donc la tendance naturelle serait d'entrer dans une église et de s'y confesser le matin, mais la honte le retient. Honte, souffrance, blessure, ce sont des mots récurrents qui illustrent son impossibilité d'être croyant. Et ça, c'est une autre dimension importante du poème qui relève d'une forme tout à fait spéciale de spiritualité. Alors, je reviens à l'idée initiale. Donc, il y a cette poésie inhérente à tous les signes urbains. Donc, on pourrait parler d'une poéticité de la vie en tant que telle. Da? Deci o poeticitate a vieții ca atare, care nu are nevoie de niciun fel de filtru, niciun fel de ornament. Poezia este deja acolo, inerentă tuturor lucrurilor. Et à cet égard, on pourrait parler d'une poésie des sonorités banales de la cité. Et on voit ça partout dans le poème. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vacarme, pour ainsi dire. On voit la sirène qui gémit. On voit la cloche. Qu'est-ce que cela veut dire, la cloche? La cloche rageuse. Clopotul? Clopotul, rageuse. Comment ça se traduit? Et cette cloche rageuse aboie. Donc, on emploie le verbe aboyer, qui normalement s'emploie pour les chiens. Or, c'est la cloche rageuse qui aboie. Rageuse, ça vient de rage. Qu'est-ce que cela veut dire, la rage? Mânie, furie. Mânie, furie, sigur. Clopotul furios care latră. Este o anumită percepție a sonorităților orașului. Remarquez les verbes, donc aboyer, gémir, des verbes très, très forts. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout d'une musique raffinée de la cité, mais d'une musique très forte qui s'éloigne de cette musique extrêmement raffinée qui était l'apanage de l'art symboliste. La poésie calque la prose, en quelque sorte. Et ce sera valable non seulement pour la poésie d'Apollinaire. Toute la grande poésie française du XXe siècle va tourner autour de cette technique. La poésie sera une poésie intrinsèque des objets et des choses. Elle n'est pas l'apanage d'un artifice rhétorique, d'un artifice stylistique.
l'essentiel est que chaque élément apparemment prosaïque renferme un drame. Et c'est ce drame qui doit être exploité dans le domaine de la création artistique. Quand on parle de la poésie des signes urbains chez Apollinaire, il faut retenir dans ce poème et dans d'autres, mais surtout dans ce poème, un autre type de poésie, la poésie de la publicité, parce qu'on avait déjà en France cette poésie de la publicité, le phénomène plutôt de la publicité. Et c'est déjà une nouveauté. Les surréalistes, quelques surréalistes vont l'exploiter à leur tour. Alors, je reviens maintenant au point initial de la discussion. La fois passée, j'ai commencé la présentation de ce poème d'Apollinaire en vous disant que c'est un poème cubiste. Donc, c'est l'étiquette appropriée à ce poème cubiste. Essayons de trouver des arguments supplémentaires. On a déjà vu la fois passée quelques arguments en faveur de cette idée. On remarque, entre autres, les passages très brusques. Passages à tous les niveaux envisageables, à partir du niveau très concret, du niveau spatial, parce que les points spatiaux seront disloqués. On est dans tel point et on passe brusquement à tel autre point de la ville de Paris. Donc un passage extrêmement brusque. Mais à cela s'ajoute un autre type de passage encore plus important. On passe d'un registre à l'autre. On est très sérieux et à l'instant même, on fait une blague. Et inversement. Donc, on peut badiner, on peut plaisanter avec les choses les plus sérieuses. C'est dans ce sens qu'on pourrait parler d'un passage brusque d'un registre à l'autre. Mais quel que soit le registre, quel que soit le point spatial de référence, même si tous les points sont disloqués, il faut voir l'existence d'un lien fondamental. Donc, qu'est-ce qui pourrait lier ces points si différents? C'est quelque chose qui est en étroite relation avec le vécu, avec le ressenti du poète. Donc, un sentiment qui explose. C'est cette explosion du sentiment, d'une affectivité débordante, une affectivité non contrôlée qui crée le lien entre ces points si différents. Alors,
L'explosion de cette affectivité débordante, de cette affectivité non contrôlée se fait sur quelle base, sur quel fond? Peut-on remarquer dans le texte l'existence d'un problème, à part son impossibilité d'être croyant? Il y aurait un autre problème? Cherchez dans le texte le mot amour, s'il vous plaît. Vous l'avez trouvé? L'angoisse de l'amour. Qu'on voit où? Essayez de nommer une séquence. L'angoisse de l'amour te serre le gossier. Voilà, alors, angoisse de l'amour. Et encore? L'amour te fait souffrir. L'amour dont je souffre est une maladie honteuse. Honteuse, honteuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très spécial dans les deux cas? Est-ce une manière habituelle de parler de l'amour? C'est moins romantique, Ce n'est pas du tout romantique, Diana. Ce n'est pas du tout romantique. Alors, on voit cet imaginaire qui est... alors, c'est un élément récurrent. Je vous ai parlé la fois passée du paradigme du mal-aimé. Il se dit partout mal-aimé. Donc, l'amour n'est pas un amour partagé, c'est un amour maladif qui appelle l'angoisse, l'insomnie, la mort, la douleur, et ainsi de suite. Donc, le vertige. L'amour n'est pas une réalité euphorique pour le poète, pour Apollinaire. C'est un vécu dysphorique qui est associé à l'amour. Donc la vision que l'on a de la vie, la vision que l'on a de l'amour, ce passage extrêmement brusque d'un registre stylistique à l'autre, d'un registre temporel à l'autre, d'un registre spatial à l'autre, tout participe à cette idée de vertige. Il y a vertige parce qu'il y a cette superposition qui est typiquement cubiste. Tout est recomposé d'une autre manière, tout en suivant les aléas de cette affectivité non contrôlée. Et le lecteur se laisse à son tour entraîner dans ce vertige. Vertige, qu'est-ce que cela veut dire? Sensation de vertige? Vertige. Qu'est-ce que cela veut dire? Vertigineux. Sigur, amețeală, vertigineux, un saut vertigineux. Ce înseamnă? Un salt amețitor. Deci suntem foarte departe de paradigma romantică. On cultive le vertige dans un poème typiquement cubiste.
Bon, je vous propose maintenant de regarder ensemble le dernier texte. La jolie housse, qui fait partie du recueil Calligramme, publié en 1918. C'est un poème essentiel de toute la poésie moderne, parce qu'il faut le lire comme un art poétique indirect. Et on verra quels sont les arguments. Donc tout d'abord, lisons ensemble le poème. La jolie rousse. Comment pourrait-on traduire le titre? Drăguța roșcată. Drăguța roșcată. Drăguța frumoasă roșcată, roșcată. Alors, quelle est l'attente qui est déclenchée par ce titre? On penserait à quoi? On penserait à une femme rousse, nu? La asta ne-am gândit, la o femeie roșcată. Să vedem dacă e vorba despre așa ceva în poem. Me voici devant tous un nom plein de sens, connaissant la vie et de la mort, ce qu'un vivant peut connaître. Ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour, ayant su quelquefois imposer ses idées, connaissant plusieurs langages, ayant pas mal voyagé, ayant vu la guerre dans l'artillerie et l'infanterie, blessé à la tête trépanée sous le chloroforme. La tête trépanée sous le chloroforme, ça c'est un renvoi évident à sa propre vie, parce qu'il a connu une trépanation. Ayant perdu ses meilleurs amis dans l'effroyable lutte, je sais d'anciens et de nouveaux, autant qu'un homme seul pourrait des deux savoir. Et sans m'inquiéter aujourd'hui de cette guerre entre nous, et pour nous, mes amis, je juge cette longue querelle de la tradition et de l'invention, de l'ordre et de l'aventure, dont la bouche est faite à l'image de celle de Dieu, bouche qui est l'ordre même. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre. Nous qui quêtons partout l'aventure, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir. Il y a là des feux nouveaux, des couleurs jamais vues, 1000 fantasmes impondérables auxquels il faut donner de la réalité. Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait. Il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité, de l'avenir. Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. Voici que vient l'été, la saison violente, et ma jeunesse est morte, ainsi que le printemps. Ô soleil, c'est le temps de la raison ardente, et j'attends, pour la suivre toujours la forme noble et douce, qu'elle prend enfant, que je l'aime seulement, elle vient et m'attire, ainsi qu'un fer l'aimant. Aimant, qu'est-ce que cela veut dire? Magnet. Magnet. On a le verbe aimanter, qui signifie attrage ca un magnet, un magnétisant. Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse. Ses cheveux sont d'or, on dirait, un bel éclair qui durerait, ou ces flammes qui se pavanent dans les rosées qui se fanent. Mais riez de moi, hommes de partout, surtout gens d'ici, car il y a tant de choses que je n'ose vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire. Ayez pitié de moi. Alors, quelle est la première chose qui frappe quand on lit ce poème? Vous trouvez qu'il y a quelque chose de frappant? Il est facile de lire ce texte. Je reformule. Qu'est-ce qui y manque? La ponctuation. Je n'ai pas entendu. La ponctuation. La ponctuation. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette absence de la ponctuation? Pourquoi
ce désir de supprimer la ponctuation. De quoi relève-t-elle la ponctuation? Du rythme ou de la poésie? Le rythme est là, même si la ponctuation n'est pas marquée. À quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'on imprime par la ponctuation? Des pauses. Et il y a Quel comme serait le rôle des pauses? pour nous faire réfléchir. C'est déjà de la métaphysique. Mais avant ça, avant de réfléchir, c'est une forme de repérage textuel. La ponctuation. Parce qu'on signale qu'il y a des groupes syntaxiques, qu'il y a des structures qui sont plutôt cohésives, qu'il faut s'arrêter après telle ou telle structure pour marquer le passage à une autre idée. Donc, c'est l'idée de cohérence textuelle qui va de pair avec l'idée de ponctuation, l'idée d'ordre, si vous voulez, l'idée de logique. Or, quand on refuse la ponctuation, on refuse la logique évidente, on refuse l'ordre. Et d'ailleurs, le mot ordre est là dans le texte. Il est réitéré. C'est un sens positif qui est associé à l'ordre. C'est de l'ordre de l'aventure. C'est bizarre que c'est l'ordre de l'aventure, c'est autre chose, pour ainsi dire. Catégoria aventurii. L'ordre et l'aventure ne vont pas de pair, ne vont pas ensemble. L'ordre va de pair dans ce texte avec l'idée de tradition. Alors que le mot aventure va de pair avec quelle autre idée qui s'oppose à la tradition? Invention. Invention. Invention, c'est-à-dire modernité. Donc, il y a cette tension évidente entre tradition et modernité, tout comme il y a une tension évidente entre ordre et aventure. Donc, cet art poétique indirect, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un art poétique indirect, ce texte d'Apollinaire, oppose systématiquement ces deux catégories. Ils s'alimentent de leur opposition. Et tout en les opposant, Apollinaire se place où? De quel côté? Quel est le côté de la modernité auquel il se rattache? Voilà, la modernité est implicitement l'aventure. Il est donc contre l'ordre et contre la tradition. Et il choisit de faire l'éloge de la modernité qui, je répète, est du côté de l'aventure. Et il se pose en quelque sorte dans la situation de se décider entre les deux. Il se pose en posture de se décider entre l'ordre et l'aventure. Et il demande indulgence pour son choix. C'est l'aventure.
on remarque cette attitude de sincérité totale, cette attitude de franchise. Il parle de lui, il parle de sa propre vie, il parle de ses options. Alors la qualité majeure de la poésie serait de proposer un discours naturel, un discours incontrôlé. L'idée n'est pas tout à fait nouvelle. C'est Rimbaud qui l'a fortement défendu et qui l'a fortement pratiqué déjà avant Apollinaire. Bon, remarquez dans le texte la présence de ces territoires nouveaux qui sont ouverts par la poésie. Quel serait le propre de ces territoires nouveaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, territoire, domaine. Dans le texte, nous avons le mot domaine. Vous l'avez trouvé? Oui. Nous voulons Nous donner de vastes de vastes et étranges domaines. Et cela continue. De vastes et étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir. Alors, remarquons que les domaines, donc ces territoires nouveaux, sont vastes et étranges. Il y a donc, c'est une idée qui se trouve réitérée. Donc, ces territoires, ces domaines vastes, sont des domaines illimités. Autrement dit, qui ne connaissent pas l'idée de borne, qui ne connaissent pas l'idée de frontière. C'est le territoire d'une liberté totale. Donc des domaines illimités et étranges qui surprennent, qui peuvent choquer, qu'on a peut-être du mal à comprendre. Donc cette étrangeté est constatée et il ne se propose pas de tirer au clair ces réalités, ces nombreuses réalités illimitées qui s'emparent de lui. Façon de dire, à propos du verbe cueillir qu'il emploie dans le texte, tout comme le fait Mallarmé dans ses textes, l'artiste, le poète, n'est pas là à expliciter, à expliquer le mystère. Il est là pour l'offrir. Donc le lecteur doit être capable de le recevoir. Alors encore une fois, il faut comprendre les enjeux de ce changement de perspective parce que les pratiques de lecture sont censées changer elles aussi. Donc cette manière de créer suppose aussi beaucoup de disponibilité de la part du lecteur. Il doit bien vouloir cueillir ce mystère qui est offert par le poète. C'est une sorte de clin d'œil à la cueillison du rêve qui apparaissait chez Mallarmé. Donc c'est une poésie tout à fait spéciale
Il ne s'agit pas du tout d'une poésie pittoresque, une poésie s'arrêtant à la surface des choses. On est très très loin de ce paradigme. C'est une poésie qui agit en profondeur. Une poésie incandescente. Il y a un mot important dans le texte qui nous fait penser à cette idée d'incandescence. Quel serait le mot? Soleil. Et encore? Un éclair? Vous voyez, on dit le haut soleil. Les zones ardentes. C'est le temps de la raison ardente. Alors, on a le mot raison, il faut l'interpréter, je vais m'arrêter un peu là-dessus, mais on a surtout cette épithète ardente, ardeur, on pense au feu, n'est-ce pas? À quelque chose d'incandescent, à quelque chose d'explosif. Alors, c'est une poésie qui fait voir l'inédit de l'univers. Ces vastes et étranges domaines. La séquence qui illustre très bien cet inédit de l'univers. Un univers qu'on n'a pas exploré. Donc, un côté de l'univers qu'on n'a pas exploré. Mais ce n'est pas l'unique séquence parce qu'on a l'occasion de lire aussi feu nouveau. Feu. Le mot est important à propos de cet imaginaire de l'incandescence, des feux nouveaux. Et en plus, on dit à propos des couleurs, qu'est-ce qu'on dit? Comment fait-on surgir par l'intermédiaire des couleurs, l'inédit de l'univers. Ce sont des couleurs qui nous sont familières. Regardez le texte. Des couleurs jamais vues. Des couleurs jamais vues. Să știți că în interiorul unui PDF puteți căuta Ctrl F. Asta e comanda. Da? Couleurs jamais vues. Des couleurs jamais vues. Donc des couleurs nouvelles, des couleurs qui sont inédites. On n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'ici de pareilles couleurs. Donc ça, c'est le côté inédit de l'univers qui doit faire l'objet de ce type de poésie, poésie incandescente. Mais ce n'est pas l'unique aspect, parce qu'il y a un autre côté, c'est le côté invisible, non seulement l'inédit, mais invisible tout court de l'univers qui devient à son tour l'objet de cette poésie. Vous voyez, et c'est un autre cas de figure qui entraîne une référence aux couleurs. On dit les couleurs de la flamme. Vous voyez ici quelque chose d'important? Les couleurs de la flamme. Peut-on saisir les couleurs de la flamme? Peut-on voir les couleurs de la flamme?
Il utilise cheveux d'or et rousse. D'accord. Non, mais pour les couleurs de la flamme, comment pourrait-on traduire? Couleur de la flamme. Flamme. Flacăra. Traduise flamme. Flacăra. Flacăra. Are culoare flacăra? Poate da. O percepem? Nu. Nu. Deci putem vedea așa din start descompunerea spectrală pe roc vaiv? În niciun caz. Deci avem senzația de lipsă de culoare și nu putem privi aproape de orbire și de invizibilitate în același timp. Ceva, încă o dată, paradoxal. Da? La flamme nous interdit de la regarder. Elle devient de la sorte invisible. Donc c'est cet invisible de la flamme qui devient à son tour un objet poétique. Mais c'est quoi la flamme? Parce que la flamme ici métaphorise quelque chose. C'est le monde intérieur. Et ce monde intérieur se manifeste à tous les niveaux du texte. Et il y a cette idée de fantasme. Vous voyez qu'on dit 1000 fantasmes impondérables, 1000 fantasmes. Donc énormément de fantasmes impondérables. Donc un monde intérieur débordant, un monde intérieur extrêmement riche, qui suppose un langage extrêmement complexe et la signification des choses a toutes les chances de rester une signification cachée. Donc des significations intimes, cachées, des significations secrètes. Qui est-ce qui va exploiter cette idée? Quel courant de pensée, quel courant artistique qui doit énormément à Apollinaire? Le surréalisme. Alors, Apollinaire anticipe dans ce poème la surréalité, cette réalité de l'inconscient. Et on a l'habitude d'affirmer d'ailleurs qu'Apollinaire découvre avant les surréalistes la zone obscure de l'être humain. Prenons l'exemple du mot bonté. À quoi la bonté est-elle associée? À une contrée. Comment peut-on traduire le mot? Contrée. Vous connaissez le mot? Ținut. Une contrée illimitée, infinie, où tout se tait. Tout se tait. Traduisez cette séquence. Tout se tait. Totul? Tace. Alors, on a une bonté qu'on pourrait appeler taciturne, une bonté qui n'est pas du discours, elle est
dans les faits qui se taisent. Ça, c'est une grande nouveauté. Une autre grande nouveauté. Ou bien un autre aspect, et c'est un point de convergence entre la pensée d'Apollinaire et, par exemple, la pensée de Proust. Quelle est la perception que l'on a du temps? Cherchez cette séquence. Il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir. Voilà. Comment faut-il interpréter? Donc, ce temps qu'on peut chasser ou faire revenir. Si on peut le chasser ou bien on peut le faire revenir, c'est qu'on est dans quelle vision, dans quelle conception de la temporalité. On envisage le temps d'une manière logique, d'une manière séquentielle, Non. d'une manière segmentée et avec cette unique direction qui suppose un passé, un présent et un avenir. Non. Alors, c'est autre chose. C'est plutôt un temps qui devient modifiable, tout comme l'espace. On a donc l'idée d'un temps circulaire. Circulaire et modifiable, qui n'est pas donc le temps des horloges. C'est un temps intermittent qui peut devenir durée, c'est une option. Donc un temps subjectif, un temps du cœur. Les choses fonctionnent de la même façon chez Proust, dans le domaine du roman. Et c'est la même idée de superposition de différentes couches temporelles, différents segments temporels qui sont donnés en désordre. Il y a cette idée d'un empiétement. On a le verbe empiéter qui jalonne la somme romanesque proustienne. Je crois que vous avez déjà analysé l'importance de ce verbe. Vous avez déjà travaillé sur le texte de Proust, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Donc, quel est l'enjeu de ce verbe? Le présent qui peut empiéter sur le passé peut empiéter sur l'avenir et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela suppose? C'est enfreinte des règles de la temporalité. C'est que le temps, il peut être, le présent, il peut être remplacé par le passé et revenir dans cette intemporalité. On peut intégrer simultanément n'importe quel point temporel et n'importe quel point spatial. Simultanément. Donc, l'importance du simultanéisme chez Proust. Ce simultanéisme qui fonctionne dans la poésie d'Apollinaire et qui, pour Apollinaire, relève de sa vision cubiste. De toute façon, un temps modifiable et un espace modifiable. Alors, l'attitude du poète, attitude qui est exprimée dans ce poème, vous semble-t-elle une attitude neutre ou bien une attitude engageante? Il s'implique beaucoup, je pense. Il s'implique beaucoup. Il utilise nous et moi. Voilà. Donc, une manière assez engageante. On peut parler d'un véritable combat.
qui est menée par le poète, un poète qui a choisi l'aventure. Et ce combat se place aux frontières de cette illimité dont il parle et implicitement aux frontières de l'avenir. Si l'on accepte cette idée, il faut accepter aussi l'idée que la poésie moderne devient une poésie du seuil. On a vu cette idée chez Apollinaire, chez Mallarmé, il y a 2 semaines. On est entre 2 hypothèses chez Apollinaire, tout comme chez Mallarmé, on était entre plusieurs hypothèses. Autrement dit, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas fixé dans telle ou telle interprétation. Tout s'ouvre. Et ici, il y a 2 options, et on est entre les deux, entre ces 2 hypothèses. Alors, je reviens au mot que vous avez trouvé il y a quelques minutes. C'est le mot auquel on associait l'adjectif ardente. Quel était ce mot-là? La raison. La raison. Alors, la raison pour Apollinaire est une raison ardente. Alors, de quel type de raison parle-t-on ici? Est-ce la raison cartésienne? Cette raison ardente? Il dit raison ardente et il ne choisit pas l'ordre. S'il rejette l'ordre, implicitement, il rejette le support de cet ordre avec majuscule qu'est la raison. Donc ce n'est pas du tout la raison telle qu'envisagée par Descartes. C'est autre chose. C'est beaucoup plus subjectif. C'est beaucoup plus subjectif. Cela renvoie à l'idée de vitalité et cela est en étroite relation avec l'adorable rousse. Donc, cette raison ardente a l'aspect d'une adorable rousse. Autrement dit, l'art poétique est un poème et Apollinaire ne fait pas l'éloge de la poésie moderne en tant que telle, mais de la femme rousse qui incarne cette poésie. Mais cette femme n'a qu'une présence fulgurante dans le texte. Mais elle est là pour témoigner de l'importance de la poésie moderne. On ne s'arrête pas beaucoup là-dessus, on ne s'arrête pas beaucoup sur cette image, même si on met ce titre, La jolie rousse. Donc, les images ne sont jamais définitives. Des images qui sont seulement irisées, pour ainsi dire, même si ce n'est pas le mot juste. On abandonne très, très vite chaque image. Pourquoi cet abandon si rapide de quelque image qu'elle soit? Parce que rester sur une image, c'est rester dans un paradigme, c'est finalement une manière de dicter une vérité. Or, le poète ne veut dicter aucune vérité, il ne veut fixer aucune vérité. Dicter une vérité serait
annuler cet effet de sincérité qui est l'essence même de la poésie moderne. Donc, la modernité réside fondamentalement dans cette sincérité et non pas dans un programme clairement défini que l'on veut suivre d'une manière stricte. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'un art poétique indirect. Il y a quelques minutes, j'ai insisté sur l'idée que ce poème fait partie des calligrammes, le recueil calligramme. Donc, ce n'est pas le recueil Alcool, c'est le recueil calligramme, le recueil publié en 1918. Le recueil calligramme propose fondamentalement une poésie cubiste, même si la formule cubiste se retrouve aussi dans Alcool. Si l'on dit poésie cubiste, il faut retenir l'importance de cette spontanéité totale, qui est à la fois celle du texte et celle du dessin. N'oublions pas que le calligramme est un poème écrit en forme de dessin. Il y a chez Apollinaire de pareilles formes repérables. Par exemple, pour le poème Fumer, l'acte de fumer est suggéré par la pipe. Alors, des textes et dessins qui sont importants en égale mesure. Et il y a une double poésie. Il y a une poésie du texte. Il y a, de toute évidence, une poésie du dessin aussi, parce qu'il est très suggestif. Mais à cela s'ajoute une poésie qui est celle de la mise en page. Donc, il y a plusieurs niveaux de construction de cette idée d'une poésie totale. Mais une poésie qu'on ne pourrait pas lire autrement qu'un corollaire de la technique cubiste. Ce qui est évident, c'est cette superposition de plusieurs plans associés à cette superposition de plusieurs modes d'expression artistique. Bon, s'il s'agissait de conclure, il est difficile de conclure parce qu'on n'a fait que commencer Apollinaire, mais je ne peux pas m'arrêter trop là-dessus. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet, mais s'il s'agissait de conclure, il faudrait retenir qu'Apollinaire annonce le dada et il anticipe et fonde le surréalisme par la force extraordinaire de l'image poétique, par son caractère contestataire qu'on voit non seulement dans la Jolie Rousse, qu'on voit dans d'autres textes en égale mesure,
par sa spontanéité et par la découverte des zones inédites de la sensibilité, et dernier point, mais pas du tout le moindre, par un discours très spécial qui se veut libre et qui prône la liberté. Donc, par tous ces éléments, il annonce, il anticipe le dada et le surréalisme. Ces deux esthétiques transgressives ayant fortement marqué le paysage littéraire des années 20. Ça a l'air clair jusqu'ici? Oui, c'est bien. Oui. Alors, comme j'ai déjà réitéré ces mots dada, surréalisme, je vais m'arrêter sur ce sujet pour vous donner les jalons, les principaux jalons concernant le dadaïsme et le surréalisme, donc l'évolution du paysage littéraire français des années 20. Pour ce qui est de la poésie, et non seulement de la poésie, parce qu'on va s'arrêter fondamentalement sur la prose, c'est-à-dire sur les textes manifestes de ces deux esthétiques transgressives qui forment l'avant-garde. Comment pourrait-on comprendre ce mot avant-garde? Donc, avant-garde et esthétique transgressive. Les deux mots sont en égale mesure importants. Păi care ar fi rolul unei avant-garde? L'idée de modernité. Voilà, qui se met à la tête de quelque chose, n'est-ce pas? Qui propose d'une façon ou d'une autre une révolution. Voilà. Et transgressif, une esthétique transgressive, ça vient du verbe transgresser. Alors, transgresser les frontières, transgresser les règles. Cela veut dire respecter les règles et les frontières. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Alors, une esthétique transgressive est une esthétique qui nie fortement quelque chose, qui transgresse les règles, qui nie les canons établis. Au profit de quoi? Et pour mettre quoi à la place de tout ça? Ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre ensemble. Mais avant de commencer la discussion, je vais vous distribuer deux textes essentiels auxquels je ferai de nombreux renvois. Il s'agit de deux manifestes. D'une part, le manifeste du dadaïsme de 1918, rédigé par Tristan Tzara. Tristan Tzara, qui est un artiste d'origine roumaine, Samuel Samiru. Et l'autre texte, c'est le manifeste du surréalisme, le premier manifeste du surréalisme, celui qui a été rédigé par André Breton en 1924. Je vais les chercher et je vais vous les distribuer. Bon, Breton, tout d'abord, et Tzara.
Vous avez reçu les deux textes? Oui. Oui? Tout le monde? Oui. Oui. Très bien. Alors, ce sont des textes fondamentaux. Pour ce qui est du manifeste du surréalisme, ce texte rédigé en 24 par Breton, c'est pour vous une lecture obligatoire. Si vous avez le temps, vous pouvez essayer de lire aussi en entier l'autre texte qui se lit très vite d'ailleurs. 15 minutes tout au plus. Le manifeste du Dada est un texte assez court. Alors, avant de passer à l'analyse proprement dite de ces deux textes, je voudrais préparer un peu le terrain et je vous prie de retenir quelques repères d'ordre général, pour ainsi dire. En tout premier lieu, retenez que l'avant-garde repose avant tout sur l'idée de rupture. Donc, on veut proposer une rupture de paradigme. On va s'opposer à certaines esthétiques, à certaines idées. On a l'habitude de s'arrêter quand on parle de l'avant-garde à ce qui se passe dans les années 20. Ce n'est pas du tout une chose incorrecte. Mais retenez que l'avant-garde est un mouvement d'envergure qui traîne tout le long du XXe siècle. Deci în anii 20 este maximul, punctul de maxim. Dar 10 de ani după vor exista ecouri și vor exista artiști care se revendică de la acel moment inițial, al anilor 20. Bon, quoi d'autre? Retenez que l'avant-garde est anti-cartésienne. On s'appuie sur la sensibilité. Mais là, sensibilité ne veut pas du tout dire sensibilité romantique. On veut faire surgir la dimension affective, la dimension explosive de la sensibilité. Breton, quant à lui, parlera de l'existence d'une beauté orageuse. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une beauté canonique, mais une beauté orageuse. Retenez que la littérature proposée par l'avant-garde est une littérature totalement spontanée. Une littérature qui fait le culte du hasard. Donc le hasard sera opposé systématiquement à la raison, à la raison et à l'ordre.
retenez également l'importance de l'élaboration d'une image choc. Donc, les images concrètes doivent choquer, doivent être choquantes par les associations inédites qui sont proposées. Et le plus souvent, on parle de termes extrêmement éloignés qui se trouvent associés. Plus les termes seront éloignés, plus l'image qui résulte de leur rapprochement a la chance d'être inédite, a la chance de choquer, d'être original. Pour les surréalistes, ça c'est une image récurrente. L'image est assimilable à une étincelle qui éclate. Étincelle, qu'est-ce que cela veut dire? Scintille. Bon, quel est le principe de création de la flamme? Pour qu'il y ait flamme, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Une différence de potentiel pour que l'étincelle éclate et devienne flamme, se transforme en flamme. C'est à peu près la même chose qui est valable pour l'image surréaliste. Une autre idée importante qui sous-tend les deux esthétiques, le dada et le surréalisme, c'est la liberté totale et la négation de toutes les valeurs établies. Donc, liberté totale et négation de toutes les valeurs établies. On peut parler même d'un véritable cynisme à l'égard des valeurs. Ces valeurs de la culture, de la civilisation qui avaient structuré le mode de pensée français se trouvent niées. Donc, il y aura un cynisme total à l'égard de ces valeurs. Et à l'égard même de l'idée d'art. C'est Tristan Tzara qui le dit, et il ne le dit pas ponctuellement, il le dit en maintes reprises. L'art n'est pas sérieux, je vous assure. L'art n'est pas sérieux, je vous assure. Donc, une attitude de cynisme à l'égard de toutes les valeurs sociales, les valeurs politiques, les valeurs morales, les valeurs d'ordre esthétique, et ainsi de suite. Évidemment, une attitude de cette sorte n'est pas commode. On affiche ostensiblement ce cynisme, cette négation, et on veut le scandale. Donc, l'avant-garde est scandaleuse. Il y a toujours conflit, l'idée de conflit quand on parle de l'avant-garde. Et d'ailleurs, des artistes qui se rattachent à l'avant-garde affirment souvent qu'ils
qu'ils veulent épater le bourgeois. Donc, on fait ça, on provoque le scandale, on provoque le conflit pour épater le bourgeois. Pourquoi le bourgeois est-il perçu comme l'élément négatif? Pourquoi voudrait-on épater le bourgeois? Alors, la bourgeoisie, d'une part, et l'avant-garde de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous pensez à la bourgeoisie, vous pensez à quel type de valeur? Quel type d'attitude? La bourgeoisie en France et ailleurs se caractérise par quoi? Qui voudrait essayer de proposer une explication? Je pense que c'est modeste, c'est... Pas du tout, pas du tout. On parle depuis quelques siècles d'une dimension conquérante de la bourgeoisie. La bourgeoisie veut affirmer son emprise sur la société. Elle veut imposer un modèle, une manière de penser, quelques principes. Elle veut imposer son pragmatisme. Ses formules de réussite est ainsi de suite. Sa recette de réussite. Alors, pragmatisme, attitude conquérante, imposer son modèle et ainsi de suite, ce sont des choses, des mots d'ordre qui sont inacceptables selon la sensibilité, je ne dirais pas la logique, des artistes se rattachant à l'avant-garde. Donc le bourgeois, lui, est minable. Le bourgeois, lui, est l'ennemi, le grand ennemi. Donc on cherche le conflit et pour les artistes Dada, le conflit prend parfois des formes extrêmement concrètes, bien physiques. Parfois c'est la bagarre. Qu'est-ce que cela veut dire, la bagarre? La bagarre, încăierare. La modul concret. Ajung să se bată în stradă. Dernière idée pour aujourd'hui. Retenez que l'avant-garde débute avec le mouvement destructif, qui est le Dada. Donc le premier moment de l'avant-garde est un mouvement et un moment destructif, c'est le Dada. Donc la première vague se présente de cette manière destructive et avec le surréalisme, ce sera le côté constructiviste de l'avant-garde. Donc, pour les artistes Dada, la négation est au centre de leur pensée. On veut tout nier, on veut faire table rase de tout. Mais quand je dis de tout, cela veut dire absolument tout. Et de ce point de vue, le manifeste rédigé par Tristan Tzara est tout à fait éclairant. Vous allez voir, on fait table rase de toute l'image que l'on a de la société, de toutes les normes de conduite, de l'idée d'art, de l'idée de politique, de l'idée d'économie, de l'idée de normes, absolument tout, tous les canons. Mais on s'arrête
à cette négation très forte. C'est la raison pour laquelle on parle d'un nihilisme généralisé dans le cas des artistes de la première vague de l'avant-garde. Alors que ça va changer avec le surréalisme quand on parlera d'un côté constructiviste. Alors on s'attaque à une certaine image du monde, on s'attaque à une certaine manière de créer, mais on met aussi quelque chose à la place de tout ça. On fait une proposition sans s'arrêter à ce premier niveau de la négation. Donc après la destruction, il y a aussi la construction. Et on verra de quelle manière. Alors, la fois prochaine, on fera un parallèle entre ces deux textes. On verra quels sont les éléments communs et quelles sont les nuances très importantes que suppose le surréalisme. S'il y a des questions, donc vous allez lire au moins le manifeste du surréalisme, d'accord? Oui, d'accord. Bien. On se revoit demain pour le cours de civilisation. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Wow.